Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la 24e équipe qualifiée pour la CAN Cameroun 2021 reste toujours inconnue jusqu'à présent. Le match devant départager le Bénin et la Sierra Leone n'a pu eu lieu comme prévu ce lundi pour des cas de Covid-19 signalés au sein de l'équipe sierra-léonaise. 145 934 candidats sont depuis ce matin à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC. La phase écrite de cet examen dure 3 jours. Dans cette édition, vous suivrez le lancement officiel des épreuves dans plusieurs départements du Bénin. Et puis, Naftali Bennett choisi comme Premier ministre israélien. Le Parlement a voté un nouveau Premier ministre, mettant ainsi fin aux 12 ans de pouvoir de Benjamin Netanyahou. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, 6 joueurs et 2 membres du staff technique de la Sierra Leone seraient testés positifs au Covid-19 avant le démarrage du match qualificatif Sierra Leone-Bénin, comptant pour la dernière journée de la CAN Cameroun 2021. Une situation qui n'a pas favorisé la tenue du match ce lundi au stade Lassana Conté de Conakry. Le match est reporté pour demain 19h heure de Cotonou par la Confédération africaine de football CAF. Les tests des joueurs sierra-léonais seront repris pour lever tout équivoque sur les premiers tests positifs. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis ce journal se poursuit tôt ce lundi. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont démarré la composition des épreuves écrites. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arondjinou a procédé au lancement de cet examen au collège d'enseignement général 1. Les détails, c'est avec Laurent Tonéikes, Aimé Juste Defodji et Denis Marouya. 145 934 candidats répartis en 234 centres composent pour le brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021. 3 jours de composition qui permettront à ces candidats de décrocher ce précieux sésame qui donne accès au second cycle du cours secondaire. Au centre du CEG1 à Abomey-Calavi, c'est la première autorité de la commune qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le constat est que tout s'est bien déroulé. Les candidats sont venus à l'heure, les surveillants de salle, les copies ont été distribuées aux apprenants. Le lancement officiel de la première épreuve a été fait. Nous constatons également que les mesures barrières sont respectées au niveau des candidats, qu'au niveau des surveillants de salle. Nous avons trouvé une équipe pédagogique au point, rompu à la tâche. Environ 1300 candidats composent dans ce centre précise la chef-centre Karimatou Moudachirou, épouse Asokbadjo. Nous avons 1205 candidats, à savoir 605 série ML et 600 série MC. Nous avons 45 de composition. Karimatou Moudachirou Asokbadjo et le maire Angelo Evaris Arondjinou ont prodigué quelques conseils aux candidats. Je dirais aux candidats d'être sereins. L'examen, c'est comme un devoir de classe. Ce qui change, c'est juste l'environnement. Donc, les enseignants ont déjà fait le massif. Ils les ont préparés pour le meilleur. Donc, je leur dirais d'être sereins et d'être conscients que l'examen, c'est comme un devoir de classe, ce n'est pas un concours. Le moyen peut être admis. Nous avons saisi l'occasion pour encourager nos enfants à travailler, puisque cet examen n'est pas un concours, c'est pour l'élève moyen. Le plus jeune candidat à cet examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021 a 10 ans et le plus âgé 59 ans.
Le préfet du département du Littoral a procédé également ce matin au lancement officiel des épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC pour le compte de son territoire départemental. Un lancement officiel déroulé au collège d'enseignement général de Dantokpa en présence de plusieurs autorités en charge de l'éducation. Le compte rendu est signé Samson Oké, Jean-Baptiste Bocon. 8h très exactement. Démarrage effectif des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ici, au collège d'enseignement général de Dantokpa, c'est le préfet du département du Littoral qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Au-delà du respect de la tradition qui voudrait que l'on vienne encourager les élèves, nous avons constaté que les épreuves ont démarré à bonne heure, que les choses ont été bien organisées et j'ai vu des enfants décontractés. C'est bien la preuve qu'ils ont été bien préparés. Nous avons eu une année paisible, sans perturbation et apparemment les enfants ont été soutenus. Monsieur le maire en a porté témoignage, de sorte que nous sommes optimistes sur les bons résultats qui seront issus de ces épreuves. Pour le compte du département du Littoral, les statistiques se présentent comme suit. Dans le littoral, nous avons 14 993 candidats répartis sur 17 centres de composition. Parmi les 17 centres de composition, nous avons un centre spécifique dédié aux candidats à besoins spécifiques. En gros, ce sont les statistiques du littoral. À l'instar du collège d'enseignement général de Dantokpa, les premières épreuves ont démarré sans anicroche au collège d'enseignement général de Soroléré et de Begamin, parcouru ce matin par la délégation préfectorale. Dans le département du Koufo, c'est au CG1 Plé-Commun que le préfet Christophe Mbengbeji a procédé ce lundi 14 juin au lancement officiel de l'examen du BEPC. Jonas Bochi pour le compte rendu. Pour ces 3 jours de composition devant évaluer les 9 mois d'études de toute une année scolaire, apprenants, parents, enseignants et autorités du Koufo ont veillé au bon démarrage de l'examen du BEPC session de juin 2021. Des consignes aux surveillants de salle à la remise des premières épreuves, en passant par les dispositions pratiques, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Koufo s'était assuré de tout. Si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est parce que les apprenants ont été bien préparés. Depuis 1 mois, nous avons fini le programme dans les classes. Et ils ont utilisé plus d'1 mois pour les préparatifs. Tout est prêt et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, vous avez vu, les enfants sont détendus quand on est allé les voir dans les salles. Il n'y a pas de stress et ça montre que ça promet quelque chose de grand pour le département. Le maire de Plé-Commun, dont la commune a abrité le lancement au niveau départemental, promet récompenser les meilleurs candidats du BEPC et des autres examens dans le département du Koufo. Bonne chance à nos candidats et à tous les candidats donc, du Koufo en général et particulièrement à ceux de Plé-Commun. Je pense que cette fois-ci, le Koufo sortira le premier donc, du Bénin. Nous comptons sur eux. Et ceux qui seront encore meilleurs cette année seront premiers. Et il y a beaucoup de surprises encore pour eux. Le préfet Christophe Mbengbeji remercie tous les acteurs de la bonne préparation pédagogique des candidats du Koufo. Je commence par remercier tous les professeurs, les enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Remercier tous les enfants qui sont impliqués à travers les révisions. Vous voyez, le BEPC c'est un examen du niveau sérieusement national. Et je souhaite que mes enfants réussissent massivement, que le premier sorte vraiment du Koufo. 5 570 candidats, dont 2206 filles, composent pour cet examen dans 18 centres répartis dans les 6 communes du Koufo.
Dans nos prochaines éditions, vous suivrez le démarrage de cet examen également dans le mono. Dans le même registre, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouarouchabi, a adressé un message aux candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC et aux parents à la veille de cet examen. Le lancement officiel du dit examen a eu lieu au CEG Tokpa Doma dans le département de l'Atlantique. Suivons ici un extrait de son message. Le lundi 14 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 145 934 inscrits, dont 69 342 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 47,52%, et 76 592 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 52,48%. Contre un total de 149 398 l'année dernière. Il en découle une baisse de 3 464 candidats qui traduit un taux de régression de 2,32%. Le nombre de centres de composition est aussi le reflet de la stabilité retrouvée, puisque les candidats composeront dans 234 centres cette année contre 233 centres de composition en 2020. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BPC, session de 2021, car il représente aux yeux du gouvernement tout entier et aux yeux de son chef, le président Patrice Talon, le symbole de la modernisation du fonctionnement de notre système éducatif. Je souhaite à tous les candidats une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC n'est pas un concours, mais plutôt un examen. C'est-à-dire, quiconque réunit la moyenne attendue est naturellement déclaré admis. Autre information dans cette édition, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce lundi 14 juin 2021 la 18e édition de la Journée mondiale du don de sang. Cette journée permet de prendre conscience du besoin en produits sanguins de qualité dans le monde, mais aussi de reconnaître le mérite de tous les donneurs bénévoles du sang. À la veille de cette commémoration, le ministre de la Santé a délivré un message dont voici la substance. Si le don de sang est un devoir citoyen, sa disponibilité en temps réel reste un défi collectif. Ainsi, je saisis cette occasion pour exprimer à tous les donneurs bénévoles de sang du Bénin, au nom du président Patrice Talon, la reconnaissance de toute la nation béninoise. Je profite aussi pour exprimer la gratitude de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné. Je rends également un sincère hommage à chacun de vous, chers donneurs de sang bénévoles, pour avoir donné la joie à tous ces patients ramenés à la vie et à leurs familles à travers ce geste salvateur. Grâce à vos efforts, nous parvenons à disposer du sang de qualité et en quantité pour sauver nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos épouses et nos parents. La demande en produits sanguins labiles dans nos hôpitaux est toujours fréquente chez les femmes à cause des complications liées à la grossesse et à l'accouchement, et elle est encore plus prononcée chez les enfants âgés de 0 à 5 ans à cause du paludisme et chez les accidentés de la route. Il nous sera difficile de satisfaire toute cette demande s'il n'existait pas de donneurs de sang en nombre suffisant. C'est pourquoi, à travers le thème de cette année qui s'intitule « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois, surtout les jeunes, à semer cette graine d'altruisme et de partage partout et régulièrement. Devenez des donneurs bénévoles de sang. Commencez jeune, c'est mieux. Aussi, voudrais-je rassurer toute la population en général
et les donneurs de sang en particulier, que malgré le contexte lié à la pandémie de la COVID-19, toutes les dispositions sont prises par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine afin de poursuivre les collectes de sang, tant en équipe mobile qu'au niveau de leurs différents postes fixes de dons de sang. Dans le respect strict des mesures barrières, continuons de sauver des vies grâce aux dons bénévoles et volontaires de sang. Santé toujours, la plateforme des personnes âgées du Bénin organise demain une marche dénommée Marche du Cœur pour célébrer la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Cette plateforme, qui regroupe une quarantaine d'associations défendant les intérêts des personnes du troisième âge, entend sensibiliser la jeunesse sur ces dérives à leur endroit et attirer également l'attention des autorités sur l'absence d'un cadre légal pour encadrer la vie des personnes âgées au Bénin. On écoute la vice-présidente de la plateforme en cette veille de la journée au micro de Clémence Tonoucoin. L'objectif de cette marche, c'est d'abord la prise de conscience de ce que c'est que la maltraitance au niveau des personnes âgées. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui ne veulent rien faire et qui demandent à leurs parents de leur vivant, nous voulons notre héritage. Nous avons des jeunes gens qui tapent, brutalisent leurs parents. Est-ce une bonne chose? Donc, c'est pour amener la génération montante à prendre conscience que aujourd'hui, ils sont jeunes. Hier, nous étions aussi, nous, des jeunes. Et demain, ils seront les personnes âgées. Et le credo même de la plateforme, c'est personnes âgées. Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Nous voulons amener aussi nos autorités à savoir que l'éducation, l'école a déserté le forum aujourd'hui. Parce que la morale qui était à la base de la société africaine et singulièrement de la société béninoise, cette morale-là aujourd'hui n'existe pas. L'itinéraire de la marche, c'est de l'étoile rouge jusqu'à la bourse du travail, en passant devant le commissariat central, devant le hall des arts, et le point de chute sera la bourse du travail où on pourra s'asseoir, se désaltérer, se donner des conseils, se revigorer et pour prendre encore mieux le départ pour des ressources encore plus grandes. Et ceux qui ne peuvent pas faire ce parcours d'environ 2 km peuvent encore prendre la distance qui les convienne. Toute personne âgée qui se sent concernée par cette lutte contre la maltraitance des personnes âgées, il serait bon que toutes ces personnes-là se joignent à nous. Actualité en dehors du Bénin, l'Algérie dans l'attente des résultats des élections législatives anticipées du samedi. L'un des principaux partis du mouvement islamique a revendiqué ce dimanche la victoire. Un scrutin largement bordé par les électeurs avec un taux de participation autour de 30%. Des panneaux électoraux sans affiches se succèdent dans les rues d'Alger. Dans la capitale algérienne, comme dans de nombreuses autres villes, cette campagne législative ne passionne pas la population. Et pour cause, ce scrutin prévu le 12 juin prochain est boycotté par une partie de l'opposition. De son côté, le Hirak continue de mobiliser. À Alger, mais aussi à Paris, les opposants dénoncent un pouvoir qu'ils jugent illégitime. La première revendication du peuple algérien aujourd'hui, c'est le démantèlement de la junte militaire. Nous ne pouvons pas organiser des élections libres. Pourquoi aller participer à ce pseudo-jeu pluraliste qui a été déclenché depuis 88 ? On a vu, il a fini par laminer la classe politique démocratique, mettre à la marge les revendications démocratiques, les droits humains en Algérie. Grand favori de ces législatives, le Rassemblement national démocratique qui soutient le président algérien. Malgré ce succès quasi assuré,
Le chef de l'État accuse le Irak d'être profondément divisé et de ne plus être le porte-voix du peuple. Aujourd'hui, dans ce qui reste du Irak, on trouve de tout. Il y en a qui crient État islamique et d'autres qui scandent pas d'islam. Les manifestants expriment peut-être une colère, mais ce n'est pas le Irak originel, c'est très hétéroclite. Initialement prévues en 2022, ces élections anticipées apparaissent comme une tentative du pouvoir de reprendre la main face au Irak. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, près de 1500 listes sont en lice. Le mouvement d'opposition algérien avait dénoncé ce scrutin anticipé dès son annonce. En dépit de nombreuses arrestations et de poursuites judiciaires, les manifestations se poursuivent dans les principales villes du pays. Le sommet du G7 a pris fin ce dimanche au Royaume-Uni. Un premier rendez-vous présidentiel depuis près de 2 ans pour les leaders de ces puissances mondiales. Occasion pour Joe Biden et ses alliés d'afficher une volonté de s'unir sur les grands enjeux mondiaux, notamment les relations avec la Russie. Des sourires et une envie d'avancer dans la même direction. C'est la ligne de conduite que Joe Biden a tenté de suivre tout au long du week-end pour sa première réunion du G7. Un rendez-vous durant lequel le président américain avait un objectif principal, marquer le retour du multilatéralisme après la présidence de Donald Trump. Au terme de 3 jours de réunions et d'échanges, Joe Biden, en mission reconquête auprès de ses alliés, se félicite de la direction prise par les pays membres. Nous venons de conclure ce qui a été une réunion du G7 extraordinaire, collaborative et productive. Tout le monde autour de la table a compris à la fois la gravité et les défis auxquels nous sommes confrontés, ainsi que la responsabilité de nos fières démocraties de se mobiliser et d'agir pour le reste du monde. C'est à cela que sert le G7. Et à rassembler les démocraties du monde pour relever les défis auxquels le monde est confronté et apporter des résultats pour notre peuple et pour les gens, très franchement, partout. Sur le volet des relations internationales, les dirigeants du G7 ont notamment tenu à adopter une position commune vis-à-vis de la Russie. Dans une déclaration publiée à la fin du sommet, ils appellent Moscou à cesser ses activités déstabilisatrices, une prise de position rapidement commentée par la diplomatie russe. Les pays du G7 ont adopté une déclaration commune qui, outre l'appel traditionnel à la Russie de mettre fin à ses comportements déstabilisateurs, présente un aspect intéressant. Le groupe a exprimé son intérêt pour des relations stables et prévisibles avec la Fédération de Russie. Avant, il avait pour habitude de dire que la Russie devait être plus stable et prévisible. Maintenant, cet objectif est considéré comme faisant partie des relations communes, c'est-à-dire dépendant de toutes les parties. Considérant que notre prévisibilité est confirmée par les années et les actes, la balle est dans le camp du G7, qui n'est pas particulièrement bon dans ce domaine. La Russie, qui sera certainement au cœur des sujets abordés par Joe Biden lors de sa tournée européenne. Le président américain doit s'entretenir avec Ursula von der Leyen et Charles Michel à Bruxelles mardi, avant une rencontre très attendue avec Vladimir Poutine, prévue à Genève mercredi. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Ce dimanche, une page de l'histoire d'Israël s'est tournée. Le Parlement a voté un nouveau Premier ministre, mettant ainsi fin aux 12 ans de pouvoir de Benyamin Netanyahou. La coalition de la gauche radicale du Parti arabe et du centre a choisi Naftali Bennett comme Premier ministre israélien. תודה, חברים, אני מבקש, חברים. L'annonce de la victoire après 11 jours d'attente. Les applaudissements résonnent dans l'enceinte de la Knesset. Hier soir, Benyamin Netanyahou n'a pas pu compter sur un ralliement de dernière minute. La coalition hétéroclite mise sur pied par Yair Lapid est approuvée par 60 députés. Visage fermé, le Premier ministre sortant observe les nouveaux membres du gouvernement prêter serment, à commencer par celui qui va prendre la tête de l'exécutif israélien pour les 2 prochaines années, l'une des figures de la droite nationaliste, Naftali Bennett. L'annonce de ce changement de gouvernement a provoqué des scènes de liesse à Jérusalem. Des milliers d'Israéliens s'étaient donné rendez-vous pour célébrer le départ de Benyamin Netanyahou. Nous avons traversé 4 campagnes électorales mouvementées. Nous attendions ce moment. Je suis sans voix.
Nous devons comprendre que nous avons le pouvoir et le privilège de faire bouger les choses et pas seulement de rester à l'écart en espérant que les choses s'améliorent, mais faire quelque chose, agir pour y arriver. À peine investi, le nouveau gouvernement s'est réuni pour présenter les grandes lignes de son programme. Côte à côte, Naftali Bennett et Yair Lapid se disent prêts à gouverner ensemble malgré leurs divergences. Pour que ce gouvernement fonctionne, nous devons tous observer de la retenue et mettre à distance les aspects idéologiques. Ce qui a fondé ce gouvernement, c'est l'amitié et la confiance. Et ce qui va maintenir ce gouvernement est l'amitié et la confiance. Si nous savons comment nous faire confiance et nous soutenir mutuellement et travailler ensemble pour que cela fonctionne, cela fonctionnera. Selon l'accord de gouvernement, Naftali Bennett passera le relais à la tête de l'exécutif à Yair Lapid dans 2 ans. Mais les deux hommes savent que leur coalition allant de la gauche à la droite nationaliste reste fragile. Les 8 partis qui la composent vont devoir s'entendre sur de nombreux sujets brûlants. Conflit avec les Palestiniens, question du nucléaire iranien ou encore relance économique post-pandémie. Autant de sujets qui apparaissent comme les principaux défis de ce cabinet. L'une de ses premières décisions pourrait déjà s'avérer cruciale, le maintien au nom d'une marche organisée par la droite radicale ce mardi à Jérusalem. Le Hamas a déjà menacé Israël de représailles si ce rassemblement se produisait. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.